C'est quand même capoté quand on s'arrête pour y penser. Dès qu'on plonge dans les toutes premières lignes de ce texte-là, il y a une illusion monumentale qui vole en éclats. L'idée qu'on a un libre arbitre ou une espèce de grande noblesse morale. Le texte qu'on analyse aujourd'hui nous propose une vision radicale, où absolument chaque action humaine, sans aucune exception, vise un seul et unique but. Ouais, et c'est exactement ça qui rend cette plongée philosophique si fascinante. C'est qu'il n'y a littéralement aucune échappatoire. L'auteur a un regard super clinique sur nous, presque chirurgical. Il observe nos comportements, que ce soit avec ce qu'il appelle un regard bienveillant ou un mauvais œil, puis la conclusion tombe comme une brique. On est tous, tout le monde sans exception, occupés à la même tâche. Il n'y a pas de belle noblesse cachée en nous, juste un mécanisme biologique complètement aveugle. Ce qui nous amène à un paradoxe qui fesse. Faut vraiment s'arrêter sur cette citation-là. L'homme le plus nuisible est peut-être encore le plus utile au point de vue de la conservation de l'espèce. C'est une inversion totale de tout ce qu'on nous apprend sur la morale depuis qu'on est enfant. Tellement. Mais la vraie question, c'est comment on peut justifier une affaire de même? Si on étire la logique, ça veut dire que les individus que la société rejette, les pires éléments qui incarnent la destruction, ils serviraient en fait une fonction biologique supérieure. En d'autres mots, notre morale humaine, c'est juste une petite couche de vernis, et en dessous de ça, la nature se sert littéralement de la noirceur humaine comme d'un outil pour survivre. Et c'est là qu'on entre dans le premier gros morceau de la réflexion, l'instinct de l'espèce, la fondation de tout le reste en fait. Si on décortique le texte qu'on a ici, ça illustre parfaitement la thèse de base. L'auteur déclare que l'humanité, qu'elle en soit consciente ou pas pantoute, travaille pour une seule et unique cause, la conservation de l'espèce. Puis une nuance super importante à amener ici. Ce n'est pas par amour pour l'humanité qu'on fait ça. C'est pas un choix hyper rationnel ou un grand élan philanthropique. Non, c'est parce que cet instinct-là, c'est la pulsion la plus ancienne, la plus forte et la plus intraitable qui existe. Au fond, l'humain n'est rien d'autre que l'instrument de son propre instinct de troupeau. Ce qui est super frappant, c'est le contraste énorme qu'il installe. D'un côté, on a cette vision un peu à l'eau de rose, l'idée que l'humanité avance main dans la main, grâce à un amour moral conscient, une belle solidarité qu'on aurait tous choisi. Et de l'autre côté, paf, il remplace ce conte de fées par un déterminisme biologique glacial. C'est un instinct aveugle, invincible. C'est comme une machine qui roule et qui te demande pas ton avis. C'est la nature même du troupeau. On est littéralement agi par cet instinct-là, beaucoup plus qu'on agit par nous-mêmes. Ce qui nous fait glisser vers un concept très subversif, l'étrange utilité du mal. C'est là que ça devient vraiment inconfortable, ouais. Bon, si la conservation de l'espèce est le seul vrai moteur, ça veut dire que notre définition de ce qui est bon ou mauvais est complètement ajoutée par les fenêtres. On doit se poser la vraie question. L'auteur nous dit que de diviser les gens entre les bons et les méchants, c'est une erreur de perspective totale. Il dit que c'est avoir la vue basse, voir juste à court terme. Exactement. Si on regarde l'image globale, cette envie de faire le tri moral, ça n'a plus aucun sens. Le texte avance l'idée que nos instincts soi-disant destructeurs, en réalité, ils empêchent l'humanité de devenir molle. Sans cette friction-là, sans le danger qui vient de l'intérieur, notre espèce perdrait toute son énergie et s'en irait tout droit vers son extinction. Et il ne passe pas par quatre chemins. Dans ce passage, il n'est pas dans les grandes abstractions. Il nomme avec précision ces fameuses forces sombres. Il soutient que l'homme dit nuisible, à cause de ce qu'il est ou de l'influence qu'il a, maintient en vie des instincts qui sont vitaux. Il va jusqu'à dire que sans ces pulsions, l'humanité serait corrompue ou complètement ramollie depuis des lustres. Le mal, dans ce cadre-là, c'est comme un coup de fouet. Ça garde le système immunitaire de notre espèce en perpétuel état d'alerte. La liste fait grincer des dents, faut l'avouer. La haine, la joie méchante, le désir de rapine puis la domination. C'est tout ce qu'on qualifie de profondément mal, mais qui ferait en fait partie du moteur de survie. C'est fou pareil. Mettons qu'on prend une analogie moderne. On a juste à regarder la compétition ultra sauvage dans les grandes entreprises ou même les conflits entre les nations. Au niveau individuel, ça crée de la souffrance, c'est clair, c'est moralement condamnable. Mais d'un point de vue systémique purement évolutif, ces envies de domination forcent tout le monde à s'adapter, à innover, à devenir plus résilient. C'est littéralement la forge dans laquelle la solidité de l'espèce est martelée jour après jour. Et on arrive donc à la dynamique qui gère tout ça, l'économie de la conservation. Un système qui, à première vue, a l'air de n'avoir aucun foutu bon sens. Faut absolument faire une petite pause ici pour définir un mot assez lourd en philosophie, la téléologie. Pour faire simple, c'est l'idée d'essayer d'expliquer les choses par leur but final. C'est cette croyance qu'il y a une espèce de grand plan cosmique intelligent, une direction vers laquelle la nature s'en va. Et toute l'argumentation de l'auteur ici, c'est de détruire cette téléologie-là à coups de masse. Il rit de l'idée d'un grand dessein. Pour lui, le fameux but de la vie, c'est zéro transcendant. C'est brut, c'est un accident biologique, un mécanisme de base qui se maintient en vie sans aucune justification divine ni aucune beauté morale. C'est ce qui est si lucide, au fond. Il décrit l'économie de la nature comme étant super coûteuse, excessive puis complètement insensée. C'est une machine qui génère une quantité industrielle de souffrance, de perte d'énergie puis de chicanes irrationnelles.
Ouais, mais le gros point de bascule de son argument, et cela a été prouvé, c'est que cette même économie qui semble débile, c'est elle qui a réussi à préserver la race humaine jusqu'à aujourd'hui. La nature s'en fout complètement de l'efficacité ou de notre petite morale. Elle y va par essai-erreur, puis ça coûte cher. Le chaos puis la cruauté, c'est pas des bugs dans le système, ce sont le système. C'est ça qui garantit qu'on est encore là. Ce qui nous mène inévitablement à la tragédie de l'individu, ou comment l'ego se fait complètement pulvériser. Écoute bien ça. Il y a une insulte dans le texte qui est juste magnifique de mépris. L'auteur dit « Cherchez quelqu'un qui serait capable de nous faire voir ton incommensurable pauvreté de mouches et de grenouilles. » C'est violent, hein? C'est sa façon de prendre toutes nos prétentions à être importants et de les réduire en poussière. L'humain passe sa vie à se construire une identité, à revendiquer qu'il est unique puis spécial. Mais quand tu le places devant la marche mécanique de l'espèce au grand complet, notre petit ego n'a pas plus de valeur ou d'impact que la vie éphémère d'une mouche ou d'une grenouille dans un trou d'eau. Ça donne un peu le vertige. On en vient à se demander, est-ce qu'on peut juste se rebeller? Est-ce que c'est possible, mettons, de décider de vivre consciemment au détriment de l'espèce? La réponse du texte est catégorique. Non, c'est impossible. Il dit « Suis tes meilleurs ou tes plus mauvais penchants et avant tout, va à ta perte. Dans les deux cas, tu seras probablement encore le bienfaiteur qui encourage l'humanité. » C'est le piège parfait. Que tu sois Mère Teresa ou le pire des tyrans, que tu sacrifies ou que tu détruises, t'es coincé. Ta vie vient alimenter la grosse machine de la conservation, peu importe ce que tu pensais faire de tes journées. Alors, logiquement, on passe au besoin d'un but. Parce qu'il faut bien survivre à tout ça mentalement, là. C'est ça l'affaire. Si la vie, c'est juste une grosse mécanique aveugle et que notre petite individualité sert à rien, comment on fait pour pas virer fou? Comment l'esprit humain tolère ça? L'auteur amène une idée vraiment brillante. L'homme s'est transformé petit à petit en un animal fantasque. Contrairement à un écureuil ou un ours, pour qui manger et se reproduire, c'est bien en masse, la psychologie humaine est devenue trop complexe. Juste survivre pour nous se passer. Ça prend une raison. On est littéralement devenu dépendant à l'illusion du sens. On a un besoin biologique de s'inventer une histoire pour avoir le goût de se lever le matin. Et pour remplir ce trou béant, au fil de l'histoire, on a plein de proclamateurs du but de la vie qui débarquent pour inventer de nouvelles doctrines. On n'arrête pas de s'inventer de fausses téléologies, de faux destins grandioses, que ce soit la religion, l'idéal du progrès scientifique ou les grandes idéologies politiques. On se crée des règles absolues. On se dit, sur ce sujet-là, on n'a absolument pas le droit d'en rire. Ces illusions-là, ces fables-là, elles sont nécessaires. C'est le carburant qui motive cet animal fantasque à continuer de se battre puis de faire des enfants. Ce qui nous amène à la conclusion de cette réflexion. Le triomphe du rire. La seule vraie porte de sortie philosophique qu'il nous laisse. Face à une existence aussi absurde où nos plus grands drames moraux sont juste l'huile dans le moteur de la survie, la solution, c'est de renverser notre façon de voir les choses. L'auteur oppose la courte tragédie de l'existence à l'éternelle comédie. Quand on est le nez collé dessus, la douleur, la quête de sens, c'est une tragédie lourde puis épuisante. Mais dès qu'on fait un pas en arrière, dès qu'on dézoome puis qu'on réalise que toute cette agitation-là sert juste un instinct animal aveugle, la tragédie s'évapore. Ça devient une farce cosmique, une immense blague. Un sourire innombrable de la nature qui regarde nos petits drames dérisoires. Et toute cette prise de conscience culmine dans une phrase choc, impitoyable, l'espèce est tout, l'individu n'est rien. C'est la vérité ultime, crue de notre existence biologique. L'auteur finit par se demander si un jour on sera capable de rire de ça. Est-ce qu'on va avoir un jour l'audace intellectuelle de se regarder dans le miroir, d'accepter ça sans brancher et d'éclater de rire? Rire de nos grandes prétentions morales, de notre insignifiance totale. Pour lui, atteindre ce rire-là, c'est le seul moyen de vraiment briser l'illusion. Et le texte coupe sec. Il nous laisse avec cette provocation qui vient nous chercher directement. Et par conséquent, me comprenez-vous mes frères? C'est comme s'il testait ceux qui ont eu le courage de le lire jusqu'ici. Est-ce qu'on est capable de regarder le fond du baril de cette grosse mécanique-là sans courir se cacher derrière une nouvelle croyance? C'est une question qui résonne fort et qui nous oblige à faire face à la réalité, aussi fantasque puis absurde qu'elle soit.